je vais te révéler comment j'ai transformé un simple achat immobilier en une machine à cash qui me permet de profiter de la vie au bord de la mer tout en générant des revenus substantiels. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te dévoiler un secteur en bord de mer encore méconnu avec un fort potentiel de plus-value. Un cash flow positif entre 200 et 700 euros par mois et quasiment pas de restrictions Airbnb. C'est une pépite que j'aurais dû garder pour moi. Alors prends des notes car dans les prochaines minutes, je vais te donner toutes les clés pour réussir là où tant d'autres échouent. Que tu aies 5 000 euros ou 100 000 euros d'apport, que tu sois déjà propriétaire ou même locataire, cette stratégie peut fonctionner pour toi. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, les taux d'intérêt actuels ne sont pas du tout un obstacle. Ils sont une opportunité si tu sais comment les exploiter. Alors, es-tu prêt à découvrir comment transformer ton rêve de maison à la mer en une réalité financièrement rentable? C'est parti! Parlons maintenant de ce qui fait rêver tant de Français. L'achat d'une résidence secondaire au bord de la mer. Mais avant de te lancer tête baissée, laisse-moi te guider à travers les aspects essentiels que j'aurais aimé connaître avant mon propre investissement. J'aurais aussi adoré savoir cela plus jeune. C'est l'un des rares investissements qui combine plaisir personnel et rentabilité financière. Contrairement à un appartement en ville que tu n'habiteras jamais, ici tu profites de ton bien tout en le rentabilisant. Tout d'abord, pour ceux qui me suivent, j'avais parlé de comment investir sans forcément avoir le sacro-saint cash flow positif, tout en étant une super opération immobilière. Et bien, un peu plus loin dans la vidéo, je te présenterai mon dernier achat qui illustre parfaitement cela. Et reste jusqu'à la fin, car je te parlerai aussi d'un cas qui fonctionne en cash flow positif et à la mer en plus. Comme quoi, en immobilier, tout est possible et c'est ça qui est génial. Avant cela, pour parvenir à investir rentable en bord de mer, je vais te donner quelques conseils. Premier point et le plus crucial, le choix de l'emplacement. Ne te contente pas de suivre les tendances. Les zones comme Arcachon, La Baule ou encore Deauville sont magnifiques, mais les prix y sont déjà très élevés. Si tu peux y investir, alors tant mieux, car ce sont des emplacements dits premium. Mais cherche aussi les prochaines stations balnéaires en développement en fonction de ton budget. Par exemple, les petites villes autour de La Rochelle ou certaines communes du Var offrent encore un excellent rapport qualité-prix, avec un potentiel de croissance important. Deuxième point, la distance exacte avec la plage. Cela va de pair avec l'emplacement bien sûr. Les études montrent qu'un bien directement au front de mer peut voir sa valeur augmenter jusqu'à 25% pour une maison et 17% pour un appartement. C'est mon cas par exemple que je vais te détailler juste après. Mais attention, cette prime a un coût d'entrée élevé. Si ton budget est limité, privilégie un bien à 5-10 minutes à pied de la plage. Tu bénéficieras quand même de l'attrait du bord de mer sans le payer le prix fort. Troisième aspect souvent négligé, c'est l'exposition au risque naturel. Je sais que beaucoup vont me dire qu'acheter en bord de mer, c'est extrêmement risqué. Je vois déjà les commentaires, alors n'hésite pas parce que c'est un sujet assez important. L'érosion côtière est une réalité qui s'accélère avec le réchauffement climatique. Mais avant d'acheter, tu peux consulter le plan de prévention des risques littoraux, PPRL, de la commune. Un bien moins exposé au risque naturel, ça se trouve bien sûr, et il conservera mieux sa valeur sur le long terme et te coûtera moins cher en assurance. Dernier point, contrairement à ce que beaucoup pensent, le meilleur moment pour investir en bord de mer, c'est pas l'été, quand tout le monde y pense parce qu'on est détendu à la mer, mais c'est plutôt l'hiver. Car l'hiver en bord de mer, les agents immobiliers vendent moins et les acheteurs se font rares. C'est comme ça que j'ai trouvé mon bien perso d'ailleurs. Enfin, parlons maintenant des aspects pratiques. Un élément crucial, c'est l'accessibilité. Ta résidence secondaire doit être facilement accessible depuis ton domicile principal. Idéalement, pas plus de 2-3 heures de route ou de train. Pourquoi ? Parce que la facilité d'accès déterminera la fréquence à laquelle tu pourras en profiter, mais surtout la distance pour aller sur place en cas de problème. Et justement, parlons de cette dimension locative. Contrairement aux idées reçues, tu n'es pas obligé de choisir entre profiter de ton bien et le louer. La clé est de trouver le bon équilibre. Dans mon cas, j'ai établi un calendrier annuel où je bloque certaines périodes pour ma famille et pour moi. Principalement les week-ends et quelques semaines en été ou pendant les vacances. Et je le loue tout le reste du temps. Ce qui m'amène à un point crucial, c'est la saisonnalité. Beaucoup pensent qu'un bien en bord de mer ne se loue qu'en été. Eh bien, c'est complètement faux. Et en tout cas, c'est faux si tu t'y prends bien. Avec une bonne stratégie, tu peux atteindre des taux d'occupation impressionnants, même hors saison. Je te détaillerai ma méthode dans quelques instants, mais sache que mon appartement à Arcachon affiche un taux de remplissage de 90% en février ou encore en avril, des mois traditionnellement considérés comme morts. Et n'oublie pas l'aspect émotionnel. Une résidence secondaire en bord de mer, c'est pas juste un investissement financier. C'est aussi un lieu de vie, de souvenirs, de moments partagés. Mon petit adore nos week-ends à Arcachon et voir sa joie quand on arrive le vendredi soir n'a pas de prix. L'immobilier, ce n'est pas que des chiffres, c'est aussi des émotions et une qualité de vie incomparable. Et avec ce qui nous attend avec l'IA dans les années à venir, que va-t-il nous rester à part ça en fait ? Que vas-tu faire pendant que l'IA travaille pour toi ? Je te laisse réfléchir à la question depuis ton studio hors de prix à Paris. Mais attention, ne te laisse pas aveugler par le rêve. Reste rationnel dans ton approche, calcule précisément ton budget, incluant non seulement le prix d'achat, mais aussi les frais de notaire, les
travaux éventuels, les taxes foncières et d'habitation et les charges d'entretien. Je te donnerai des cas concrets un peu plus loin dans cette vidéo. Passons maintenant à ceux qui transforment une simple résidence secondaire en véritable machine à cash, la location saisonnière. Et crois-moi, en 2025, malgré ce que certains peuvent dire, c'est toujours l'une des stratégies les plus rentables, si tu sais comment t'y prendre. Première chose à comprendre, c'est que la location saisonnière via des plateformes comme Airbnb peut générer des revenus nettement supérieurs à une location longue durée classique. Tu peux tabler sur 2 à 3 fois plus de revenus en net. C'est cette différence qui fait tout l'intérêt de cette stratégie. Mais attention, tous les bords de mer ne se valent pas. L'erreur classique est de penser qu'il suffit d'acheter n'importe où près de l'océan pour faire fortune. La réalité est un peu plus nuancée. Des villes comme Saint-Tropez, Saint-Malo ou Cassis par exemple affichent des taux d'occupation impressionnants, mais la concurrence y est féroce et les prix d'achat sont très élevés. Cela va donc aussi dépendre de ta capacité financière, mais que ce soit une ville huppée ou plus modeste, tout est possible. Maintenant, je voulais revenir sur la saisonnalité, ce fameux mythe qui veut qu'un bien en bord de mer ne se loue qu'en été. Laisse-moi te raconter mon expérience personnelle. Lorsque je faisais des visites pour mon projet au bord de la mer, j'essayais de connaître les chiffres de location en saisonnier. Mais le problème, c'est que 95% des gens ne savent pas faire du Airbnb en pro. La conséquence, c'est que les vendeurs ou les agents immobiliers me disaient juste que c'était en gros louable entre mai et septembre max. Bien sûr, ils n'avaient pas une réelle connaissance du marché professionnel de la location saisonnière dans leur zone. Car pour la grande majorité des propriétaires de résidences secondaires, ce sont des personnes plus âgés, mais surtout qui nous font de la location saisonnière qu'à la marge, pour soi-disant payer à minima leurs charges. Pourtant, je suis content de ne pas les avoir écoutés, puisque mon appartement à Arcachon affiche des taux de remplissage bien plus intéressants que ça. Je vais te mettre en copie d'écran des statistiques Airbnb. On est à 100% en juillet-août, ça c'était attendu, mais surtout 95% en septembre, 62% en octobre, 83% en février, 100% en mars et 85% en avril. Les seuls mois bas sont décembre et janvier, mais là aussi on est quand même à 35%. Comment est-ce possible? C'est grâce à une stratégie de tarification dynamique et un positionnement marketing bien pensé. Autre élément crucial, la qualité de ton annonce. Des photos professionnelles, une description détaillée et attrayante et surtout une mise en avant des activités possibles en toute saison feront toute la différence. L'aménagement de ton bien joue également un rôle déterminant. Un logement cosy, bien équipé avec une décoration soignée et des petites attentions pour les voyageurs génère des commentaires positifs, ce qui améliore ton classement sur les plateformes et augmente ton taux d'occupation. Mais soyons honnêtes, la location saisonnière demande plus d'implication qu'une location classique. Entre les check-in, le ménage, la gestion des réservations et la communication avec les voyageurs, cela peut vite devenir chronophage. 2 options s'offrent à toi. Soit tu gères toi-même, ce qui maximise ta renta mais prend du temps, soit tu fais appel à une conciergerie mais qui va te demander généralement entre 15 et 25% de tes revenus hors frais de ménage. Personnellement, je gère tout seul car je voulais vraiment comprendre et maîtriser tous les aspects de la location saisonnière pour trouver à chaque fois une solution de gestion automatique. C'est sûr que cela me permet de conserver une bonne rentabilité tout en limitant les contraintes. Mais ce n'est pas forcément le bon choix pour toi, à toi de voir. Un point crucial à ne pas négliger, c'est l'aspect réglementaire. La location saisonnière est de plus en plus encadrée en France. Certaines villes imposent des restrictions très importantes. Donc avant d'investir, renseigne-toi sur la réglementation locale. Nécessité d'obtenir un numéro d'enregistrement, de compensation, obligation d'acheter un local commercial pour compenser la transformation d'un logement meublé en touristique, etc. De mon point de vue, c'est le seul risque à bien avoir en tête lorsqu'on se lance. C'est d'ailleurs pour cette raison que certaines zones sont à privilégier plus que d'autres en 2025. Les petites et moyennes stations balnéaires ont généralement des réglementations moins strictes que les grandes métropoles ou les stations très touristiques. Surtout lorsqu'elles dépendent quasi exclusivement du tourisme et sont presque mortes en hiver. Lorsqu'il n'y a pas de poumon économique hors tourisme, par exemple, alors que Paris, Nice ou La Rochelle imposent des restrictions sévères, de nombreuses communes côtières, en Bretagne, dans le Var ou sur la côte atlantique, maintiennent une réglementation beaucoup plus souple. Enfin, n'oublie pas l'importance des avis clients. Sur Airbnb, un bien avec une note moyenne supérieure à 4,8 sur 5 bénéficie d'une visibilité accrue et peut augmenter ses tarifs de 15 à 20%. Soigne l'accueil de tes voyageurs, réponds rapidement à leurs messages et va au-devant de leurs besoins. Je t'ai fait une vidéo expliquant comment l'intelligence artificielle peut changer ta vie sur cet aspect, notamment en répondant à tes voyageurs à ta place. Je te mets tout ça dans le coin de la vidéo. Ces petits détails font toute la différence entre un bien qui peine à se remplir et un autre qui affiche complet presque toute l'année. Parlons maintenant argent et fiscalité. C'est peut-être la partie la moins sexy, mais c'est celle qui fera toute la différence entre un investissement réussi et un cauchemar financier. Alors accroche-toi, je vais te donner les clés
pour optimiser ton investissement en bord de mer en 2025. Commençons par la bonne nouvelle, les taux d'intérêt sont en baisse. Après plusieurs années de hausse, nous assistons enfin à une détente. Et en avril 2025, pour un excellent dossier, tu peux obtenir un taux autour des 3,4% sur 20 ans, voire moins, jusqu'à 3%. C'est nettement mieux qu'en 2023-2024 où les taux avaient dépassé les 4%. Mais attention, pour une résidence secondaire, les conditions sont quand même plus strictes que pour une résidence principale. Les banques exigent généralement un apport plus important. Dans mon cas, à Arcachon, j'avais un apport de 25 000 euros pour un bien à 250 000 euros, soit 10% du prix. Autre point crucial, le taux d'endettement. Les banques appliquent la règle des 35%, maximum de tes revenus nets. Mais pour une résidence secondaire, elles sont souvent plus prudentes et peuvent limiter ce taux à 30%, donc il faut faire attention. Pourquoi ? Parce qu'elles considèrent qu'il s'agit d'un investissement plaisir et non d'une nécessité comme ta résidence principale. Il faut savoir que les banques n'aiment pas trop la location saisonnière. Pour elles, ce n'est pas un revenu sûr. Il ne faut donc surtout pas dire à ton banquier que c'est pour faire du Airbnb que tu investis. Pour maximiser tes chances d'obtenir un financement, voici mon conseil. Présente ton projet comme un investissement locatif plutôt que comme une simple résidence secondaire. Apporte des estimations de revenus locatifs réalistes effectuées par une agence immobilière locale et montre que ces revenus couvriront une bonne partie de tes mensualités. C'est sûr que c'est moins de revenus que la LCD, mais ça reste toujours un revenu en plus dans le calcul de taux que fera la banque avant de t'accorder le crédit. La banque peut prendre 70% de ce loyer comme un revenu en plus dans le calcul. Passons maintenant à la fiscalité qui a connu des changements très importants en 2025. Pour les locations saisonnières, le régime fiscal est le LMNP, le loueur en meublé non professionnel. Mais par défaut, c'est du micro-BIC, du micro-bénéfice industriels et commerciaux. Malheureusement, ça n'est applicable que si tes revenus n'excèdent pas 15 000 euros par an. Autant de dire que si tu fais de la location saisonnière à l'année, tu seras forcément au-dessus. Et jusqu'en 2024, ce régime était particulièrement avantageux pour les meublés de tourisme non classés, avec un abattement forfaitaire de 50%. Mais depuis le 1er janvier 2025, cet abattement a été réduit à 30%. Donc concrètement, si tu gagnes 20 000 euros de revenus locatifs avec un meublé non classé, 14 000 euros seront imposables contre 10 000 euros auparavant. Et si tu dépasses 15 000 euros, il faudra passer de toute façon à la déclaration LMNP au réel, qui sera le cas de la plupart des gens qui sont sérieux avec leur Airbnb. Sinon, si tu veux mon avis, ça vaut pas la peine. Et dans ce cas, avec l'aide d'un comptable, je te mets un lien en description d'une offre hyper intéressante à ce sujet, tu ne paieras dans la plupart des cas pas d'impôt pendant quelques années grâce au mécanisme de l'amortissement. Donc l'impôt ne sera pas un problème pour acheter son cocon à la mer pour la plupart des gens. Si tu veux approfondir ce sujet, j'ai fait une vidéo complète qui explique l'investissement immobilier de quasiment tous les régimes fiscaux. Je te mets le lien dans le coin de cette vidéo ou en bas dans la description. Dans mon cas, à Arcachon, avec un achat à 250 000 euros auquel il faut ajouter les frais de notaire et 10 000 euros de travaux et d'ameublement, je génère environ 36 000 euros de revenus locatifs annuels, soit 3 000 euros par mois en moyenne. Après déduction des charges, des impôts, des intérêts d'emprunt, mon rendement net c'est environ 7%. Et n'oublie pas que je profite aussi personnellement du bien plusieurs semaines par an. C'est plutôt pas mal. Maintenant, je vais te parler de l'indicateur dont tout le monde parle et que je suis sûr t'intéresse, c'est le cash flow. Même avec un bon rendement, si tes mensualités de crédit dépassent tes revenus locatifs nets, tu devras compléter chaque mois de ta poche. Dans mon cas, avec des revenus de 3 000 euros par mois, mes mensualités sont largement couvertes, mon cash flow est à peu près à zéro, à peu près à l'équilibre. En d'autres termes, le logement est financé complètement par l'activité de location saisonnière et je peux en profiter plusieurs jours par an comme je le souhaite. Alors tu dois te dire, cash flow nul, c'est nul justement. En fait, non, car Arcachon est devenu très très cher. C'est le prix à payer pour un emplacement premium avec un objectif de valorisation plus important dans 15 ou 30 ans. N'espère pas acheter une villa à Saint-Tropez ou à Monaco avec un cash flow positif. C'est mission impossible et à juste titre car la demande y est très forte. Le bord de mer est un marché structurellement haussier sur le long terme. En raison de l'offre très limitée, on ne crée pas de nouvelles côtes et de la demande toujours croissante pour ces zones. La plus-value ici compensera largement, voire surpassera une rentabilité plus forte dans une zone moins cotée. Je te renvoie à la vidéo qui explique tout ça, je te mets le lien dans la vidéo. Mais c'est pas la seule option, j'en viens maintenant au dernier élément que je t'ai promis au début de cette vidéo. Et avant de passer à la suite, pense à t'abonner à la chaîne et de faire un like pour aider cette vidéo. C'est pas grand chose pour toi, mais c'est énorme pour moi. Merci à toi. Maintenant, c'est l'heure de ce que je t'ai promis. Si dans ton cas, tu as un budget limité pour ce placement, ou tout simplement parce que tu cherches plus de cash flow, alors il reste encore des belles solutions en France. Parmi ces options, il y a une pépite qui est Port-Louis dans le Morbihan. C'est à 15 minutes de Lorient, c'est en bord de mer avec des petites plages magnifiques et les prix sont encore raisonnables, 3 500 euros du mètre carré contre 10 000 à Arcachon et quasiment aucune restriction Airbnb. Donc pour 30 mètres carrés, on est à 105 000 euros, moins cher qu'une grosse Mercedes, soit une mensualité de 625 euros sur 20 ans à 3,4%. Si tu n'arrives pas à générer ça avec du cash flow de revenus Airbnb, alors c'est que soit tu es nul, soit tu y passes beaucoup trop de temps.
c'est peut-être le prochain Arcachon, mais beaucoup moins cher pour l'instant. Si tu veux prendre une longueur d'avance, c'est maintenant qu'il faut s'y prendre. Je vais te détailler le calcul des charges pour ce placement, pour te montrer à quel point cela peut être intéressant. Je te montre donc les calculs de cash flow et de rentabilité pour l'investissement en bord de mer à Port-Louis dans le Morbihan. Pour ce faire, je vais utiliser un fichier Excel que je t'ai déjà montré et je t'ai déjà expliqué dans une autre vidéo qui montre le calcul de cash flow dans un Airbnb. Je te mets cette vidéo dans le coin ici. Pour calculer le rendement et le cash flow donc à Port-Louis, je vais utiliser cette feuille Excel. Cette feuille Excel reprend les données du logement. Donc dans notre cas, c'est un achat immobilier à 105 000 € avec 10 000 € de travaux, 10 000 € de meubles. Les frais de notaire sont calculés automatiquement donc à 8 400 €. Et donc j'ai indiqué les revenus annuels bruts que l'on espère obtenir avec cet investissement. Donc j'ai vérifié un peu sur des logements similaires et 35 000 €, c'est tout à fait faisable. Le simulateur Excel calcule le montant à emprunter, les frais de dossier, les frais de crédit logement et on doit indiquer les charges. Et vous allez voir, c'est dans un onglet. Ne pas oublier que les 35 000 € de revenus ici sont des revenus bruts payés par le client avant toute déduction. Donc on n'a pas déduit les frais de ménage, on n'a pas déduit les frais Airbnb ou Booking.com, on n'a rien déduit. C'est vraiment ce que paye le client directement quand il fait une réservation. Voici les charges donc que tu vas devoir supporter si tu fais de la location saisonnière, du Airbnb. Voilà toutes les charges. Souvent on en oublie, c'était l'objet de la vidéo où j'expliquais tout ça. Là je vais passer assez rapidement. Donc on a compté 50 € par mois d'EDF, de gaz, etc. 20 € pour l'abonnement Netflix Prime Video qui permet aux voyageurs de pouvoir regarder des vidéos, toujours apprécié. 49 € pour l'internet haut débit. Alors moi j'ai mis 49 €, donc ça peut être un peu moins, donc je vais mettre 30 €. Dans mon cas c'était 49 € parce que j'avais une box 5G plutôt qu'une box classique fibre. Donc là je vais mettre 30 € quelque plus classique. Ensuite on a 30 € par mois en moyenne pour le café, le savon, etc. On compte 15% pour la commission plateforme. Alors c'est plutôt 15% Airbnb et 17% Booking, donc on va mettre 16%. Et donc vous voyez que sur le revenu qu'on a indiqué, ça fait 467 € pour les plateformes. Ensuite, les petits travaux de maintenance, je les ai lissés à 100 € par mois. Logiciel prix dynamique, moi par exemple j'utilise Priceline, c'est 20 € par mois. Un logiciel de Channel Manager, PMS, etc. Donc Beds24, Guestis, Mobu, Superhost, enfin vous choisissez votre logiciel. Moi c'est à peu près 20 € par mois. L'abonnement en serrure qui est nécessaire dans mon cas, c'est 6 € par mois. Ensuite, on a le ménage et le nettoyage du linge. Alors moi c'est à peu près 18 à 20% du revenu, donc ici 525 € pour un mois moyen. Ici, j'ai mis 0% de conciergerie. On fera avec la conciergerie et sans la conciergerie. Donc ici, on va faire sans la conciergerie. Ensuite, 12 € pour les assurances, 50 € par mois pour la taxe foncière, 50 € pour la taxe d'habitation, 50 € pour les charges de copropriété, une trentaine d'euros pour le comptable, parce qu'il va falloir un comptable pour le LMNP déclaré au réel, dont je vous parlais juste avant. Et ensuite, 30 € pour la cotisation foncière des entreprises, CFE. On arrive à un total de 1490 €. Et donc, si on revient sur l'onglet simulateur ici, on voit qu'on a bien les 1490 €. Donc, ce que va faire le simulateur, c'est qu'il va prendre le revenu, ici 2 917 € par mois, donc pratiquement 3 000 € par mois, auquel il va déduire les 1490 €, ainsi que les 731 € de mensualité d'emprunt, puisqu'ici on emprunte 123 400 €. On apporte 10 000 €, on paye 105 000 €, et puis on doit payer les frais de notaire, les travaux, les meubles, etc. Donc 731. Donc si on fait la différence de tout ça, on obtient ici, on le voit, un cash flow, donc un effort d'épargne ou un gain tous les mois, si on me ramène tout au mois, de à peu près pratiquement 700 € par mois, 696 € par mois très exactement. Et donc un rendement net de 12,6%, ce qui est énorme et qui est très 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 intéressant, et c'est pour ça que je vous parlais de cet investissement à Port-Louis. Là, ça commence à devenir très très intéressant. Donc là, il faut bien comprendre que là, on est sur plutôt un 2 pièces, avec à peu près 4 personnes maximum, 4 personnes avec une chambre séparée. Et là, on arrive à quelque chose de très sympa. Si en plus on est au bord de la plage, ou pas très loin, si en plus on a un extérieur, un parking, etc., ça commence à devenir très bien et très très intéressant. Maintenant, on va faire le calcul pour bien vous montrer avec une conciergerie qui prendrait 20% des revenus hors frais de ménage par mois. Et là, alors ça baisse évidemment, on fait faire par une conciergerie, donc on n'a plus rien à faire. Et dans ce cas-là, on est quand même encore positif de 217 € par mois, ce qui est très très bien, et donc un rendement net de 8,4%. Donc là, on voit bien qu'on arrive à un résultat très intéressant pour une stratégie où on veut cibler une ville où
en devenir, une ville où les prix sont encore faibles, mais on est au bord de la mer, mais c'est une ville attractive avec un potentiel de croissance et avec un effort budgétaire beaucoup moindre. Et ce qui est marrant, c'est que si vous louez un bien dans une station balnéaire cotée ou à Port-Saint-Louis, et vous verrez qu'en fait la différence de revenus qu'on peut faire, elle est très faible. C'est quasiment identique de louer un 2 pièces en Bretagne, bien placé, que dans le sud-ouest ou dans le sud-est de la France. Donc voilà pourquoi c'est intéressant, et voilà pourquoi, peu importe votre profil, vous pouvez trouver des biens très intéressants. Et on peut allier investissement et plaisir, parce que là on parle d'un logement dans lequel on peut se rendre, dans lequel on peut profiter avec sa famille, avec ses enfants, avec sa femme. C'est quand même incroyable, et tout le monde a accès à ça, à partir évidemment du moment que vous pouvez emprunter et que vous avez un peu d'argent à mettre en apport pour la banque. Voilà, on peut reprendre donc la vidéo avec le bruit des oiseaux, l'extérieur et les petits bonsaïs que vous avez pu apercevoir derrière moi. Nous arrivons à la fin de cette vidéo et j'espère que tu as pris autant de plaisir à la regarder que j'en ai eu à la créer. Tu as maintenant toutes les clés en main pour te lancer dans l'aventure de l'investissement immobilier en bord de mer. Si tu as apprécié, n'hésite pas à la partager avec tes amis qui pourraient être intéressés par l'investissement immobilier en bord de mer. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à très bientôt pour de nouveaux conseils d'investissement qui changent la vie.